Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Trafak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance, business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, nous allons démarrer une série d'une quinzaine de vidéos parlant des concepts liés au Forex, des bases au Forex. Et plus précisément, je vais devoir présenter un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de se familiariser non seulement avec le vocabulaire qui est utilisé dans le domaine, mais aussi avec les termes techniques ou alors les éléments techniques qu'on va devoir utiliser dans la suite pour cette chaîne-ci. Donc, je t'invite bien entendu, pour ne rien rater, de cliquer sur la cloche de notification. Rassure-toi que tu l'as fait et surtout à partager ceci avec des proches car tu n'imagines même pas qui serait intéressé. Il y a pas mal de monde qui est intéressé par cette opportunité-là et je t'invite véritablement à partager afin de pouvoir aider quelqu'un que tu ne pourrais même pas imaginer. Donc, sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, ce premier chapitre est bien entendu le premier d'une série d'une vingtaine de vidéos qui vont être déclinées sur cette chaîne. Donc voilà pourquoi, bien entendu, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et surtout à liker et à partager avec la communauté car il y a pas mal de personnes dans la communauté qui sont intéressées à investir dans la bourse, à pouvoir maîtriser le trading. Et je pourrais te garantir, le trading n'est pas un métier aussi facile tel qu'on le fait croire. Il faut bien entendu maîtriser pas mal de contours qui sont bien ficelés. Donc, pour commencer, il faudra bien entendu maîtriser les bases, ce qui te permettra déjà d'avoir quand même les fondements qui sont liés à ce marché-là. Et du coup, ça te permettra de prendre potentiellement ton envol par toi-même. Et pourquoi je me suis intéressé au marché du Forex? C'est tout simplement parce que j'ai acquis pas mal d'expérience au cours des années sur ce marché. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer par ce marché. Et bien entendu, pour les semaines ou les mois à venir, on va également parler du marché des actions. Donc, reste connecté et surtout partage avec la communauté et abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater la suite des vidéos. Ça te permettra bien entendu de maîtriser la structure, si jamais bien entendu tu ne rates rien. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, je vais décliner d'abord les objectifs de ce chapitre. Donc, pour commencer, ce chapitre aura 5 principaux objectifs. Le premier sera de comprendre, bien entendu, les concepts qui sont liés au marché du Forex. Donc, on va essayer de se familiariser à ce marché-là, afin de pouvoir, bien entendu, lorsqu'on va prononcer un certain vocabulaire, on va être capable de comprendre de quoi il s'agit parce que le marché financier, enfin les marchés financiers ont tout un jargon, ont tout un vocabulaire. Bon, je ne vais pas mystifier cela, mais il faut quand même maîtriser le minimum. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez certainement vous familiariser à pas mal de termes qui vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, d'entrée de jeu, on va bien entendu essayer de comprendre c'est quoi le Forex. On va se poser cette question-là et essayer de la répondre. Et la question qui va bien entendu suivre, c'est de savoir quelles sont les caractéristiques ou alors qu'est-ce qui caractérise ce marché-là, qu'est-ce qui définit ou alors quels sont les principaux éléments qui sont rattachés à ce marché-là. On va essayer d'identifier les principaux caractéristiques qui permettent de, disons, cataloguer ce marché, d'accord, comparé à d'autres, bien entendu. Et ensuite, on va se poser la question de savoir qui sont les acteurs de ce marché, qui intervient sur ce marché. Ça, c'est très important parce que ça nous permet au fur et à mesure de comprendre quels sont les mécanismes qui sont liés au prix. D'accord? Et ceci nous permettra bien entendu, par ricochet, de maîtriser en fait les mouvements de prix. C'est-à-dire si on maîtrise les acteurs, on maîtrise comment ils agissent, on va maîtriser par la suite comment est-ce que les prix vont réagir parce qu'il s'agit d'échanges entre acteurs. Okay, on va voir ça plus tard. Et pour le quatrième point, on va essayer maintenant de comprendre quelles sont les interconnexions qui existent entre ces acteurs-là. Donc, on va voir la hiérarchisation du marché.
Et en dernier point, on va essayer de décliner les raisons pour lesquelles, en tant qu'Africain ou en tant que membre de la communauté noire, tu devrais t'intéresser à ce marché-là. OK? Donc, commençons donc par le premier point qui est la définition des concepts. Donc, pour commencer, c'est quoi donc le Forex? Le Forex, c'est tout simplement, Forex voudrait tout simplement dire Foreign Exchange, c'est-à-dire échange de devises pour la traduction en français, d'accord? Et en fait, pour donner une traduction tout simple, il faut dire que le marché du Forex n'est rien d'autre que le marché d'échange de devises ou alors de monnaie, ou alors il est encore appelé marché de change. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe sur ce marché? On échange une monnaie contre une autre. Donc, vous pouvez voir, bien entendu, à l'écran ici, euh, de, la main qui... Enfin, vous voyez deux types de monnaie, l'euro contre le dollar, par exemple. Donc, ici, j'imagine que le client ou alors le particulier s'est rendu dans une institution financière et voulait acquérir en fait des dollars et détenait potentiellement des euros. Donc, du coup, voilà ce qui se passe. Il a essayé de changer cela il a essayé de négocier, il faut le dire, il a essayé de négocier avec l'institution financière afin de pouvoir détenir des dollars. OK? Et cette négociation-là fait intervenir deux parties prenantes. Ça, il faut le maîtriser, bien entendu. Il y a la partie de l'offre et il y a la partie de la demande. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont demander potentiellement les euros et en contrepartie, il y aura une partie de personnes qui sont prêtes à offrir de l'euro contre le dollar. D'accord? Et vice-versa. OK? Donc, il y a toujours ces deux parties-là. OK? Offre et demande. Donc, pour résumer, le Forex n'est rien d'autre que le mécanisme de rencontre entre les devises faisant intervenir, bien entendu, deux parties prenantes, à savoir la partie des personnes qui veulent offrir la monnaie en question et la partie des personnes qui sont en demande de cette monnaie-là et qui sont prêts à transiger pour cette monnaie-là. OK? Et ensuite, on va bien entendu dire que puisqu'il s'agit d'un marché, il y a forcément ce qu'on appelle un prix. D'accord? Parce que dans tout marché, dès lors qu'il y a un produit, il y a un prix. Et ce prix est bien entendu appelé taux de change. OK? Ça, c'est un terme qui est utilisé couramment en économie. Donc, le taux de change n'est rien d'autre que la valeur d'une monnaie en fonction d'une autre. OK? Libellé en la monnaie d'une autre ou d'un autre pays. OK? Ça, c'est la définition simple du taux de change. Donc, quand je dis taux de change euro-dollar ou alors le taux de change euro-dollar vaut 1,5. Ça voudrait tout simplement dire que 1 euro vaut 1,5 dollars. Donc, c'est-à-dire si j'ai 100 euros, je voudrais détenir les dollars à un prix de 1,5, je pourrais donc détenir 150 dollars. OK? Ça, c'est pour pour vous donner de manière plus ou moins contextuelle de quoi il s'agit. OK? Très bien. Donc, pour davantage comprendre, il faut garder à l'esprit que le marché du Forex n'est pas différent de tout autre marché. D'ailleurs, quand par exemple vous allez acheter de la tomate au petit marché chez la Bayam Salam en Afrique, ou alors ici en Occident, on appelle ça chez l'épicier, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez acheter de la tomate, qu'est-ce que vous avez en tête? Ou alors, qu'est-ce qui va faire intervenir quelles sont les caractéristiques ou alors quels sont les éléments qui vont intervenir au moment où tu voudras en fait acquérir de la tomate chez l'épicier ou alors chez la Bayam Salam ou alors chez la petite maman qui vend de la tomate au marché du coin.
il y a forcément la quantité de la tomate, n'est-ce pas? Il y a le prix de la tomate qui va intervenir au moment de l'échange. D'accord? Donc, il y a ces deux termes-là. Et en plus de ces deux termes-là, il y a toi et il y a la maman. OK? Donc, s'il faut résumer, toi, c'est celui qui demande de la tomate. La maman, c'est celle qui offre de la tomate. Elle a bien entendu défini des prix pour des quantités précises. OK? Donc, vous allez arriver, elle aura éventuellement étalé la tomate en des petits tas de 5 ou 10, je ne sais pas trop, ça dépend. Et elle va bien entendu fixer un prix en fonction de quantité qu'elle aura bien entendu maîtrisé ou alors défini. Okay? Et là, du coup, pour pouvoir acheter, tu es prêt certainement à passer l'échange pour un montant, disons, maximal en général. D'accord? Tu es prêt à accepter l'échange, à acquérir la tomate en général pour un montant que tu vas définir comme montant maximal. OK? Et à partir de ça, tu acceptes la négociation, alors tu achètes directement dès lors que le prix que offre la maman est en dessous de ce prix maximal là dont tu es prêt à accepter l'échange. OK? Voilà un peu l'idée globale. Donc, le marché du Forex n'est pas du tout différent de ce mécanisme-là. Donc, on va également avoir d'un côté des personnes qui ont besoin de dollars et qui détiennent de l'euro, et d'un autre côté des personnes qui détiennent de l'euro et qui ont besoin de dollars. Et en fonction des échanges qui vont s'effectuer, en fonction de l'offre et de la demande qui va se manifester sur le marché, il va donc se définir un prix. Et ce prix-là, donc cette valeur qu'on va utiliser au moment de l'échange, on l'appelle très souvent en économie le prix nominal. D'accord? Donc, vous voyez que les mêmes caractéristiques reviennent, l'offre, la demande, le prix et la quantité. Bien entendu, on n'a pas parlé de quantité ici, mais c'est très important de savoir qu'il y a également des quantités. Quand tu viens échanger des dollars ou alors des euros, tu as déjà une quantité précise que tu voudrais acquérir en échange d'une certaine quantité que tu es prêt à céder. OK? Pour une valeur ou alors pour un prix, bien entendu, défini par le grand marché. OK? Donc voilà un peu le mécanisme que je voulais décrire ici afin que tu puisses avoir un ordre d'idée assez clair sur ce qui se passe sur ce marché-là. Bien maintenant, on va essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de ce marché, d'accord? Et ici, je vais dire que il existe beaucoup de caractéristiques qui pourraient être identifiées sur le marché du Forex. Donc, mais ici, on va essayer de résumer ou alors on va essayer de se concentrer sur quatre principales caractéristiques. Déjà, d'entrée du jeu, il faut dire que le marché du Forex est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, sauf les week-ends. Donc, tous les jours ouvrables en fonction de ton lieu géographique, lorsque tu définis les jours ouvrables, tu auras le marché qui sera déjà ouvert. D'accord? Et les horaires vont peut-être un peu varier en fonction de la localité où tu te trouves. Par exemple, si tu te trouves en Amérique du Nord, le marché va s'ouvrir très souvent à 17 heures le dimanche pour fermer vendredi à 17 heures. OK? Donc, ça commence dimanche à 17 heures pour se terminer vendredi à 17 heures. Par contre, si tu te retrouves en zone d'Europe, en Europe, ou alors en Afrique, disons, quand je dis Afrique, c'est l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest, de manière générale. OK? Et sur cette zone-là, en général, le marché va ouvrir le lundi à minuit euh, pour fermer le vendredi à 23h59 ou 22h59 en fonction des changements des fuseaux horaires. OK? Donc, mais en général, lorsque tu es sur ta plateforme, soit
ton intermédiaire, ton courtier va te dire que les heures ont changé et du coup, tu vas directement, automatiquement prendre en compte les nouvelles horaires. Ok, ben, ça, c'est pas un gros deal, donc il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est tout simplement que le marché va être ouvert à minuit et va fermer de lundi à minuit et va fermer le vendredi à 23h59. Et à l'échelle mondiale, on va très souvent catégoriser le marché du Forex en trois grosses zones. Ok? Trois grandes zones. La première zone, je vais l'identifier comme le marché asiatique. Donc, elle est très souvent appelée marché asiatique, où on va avoir le marché, enfin, on va avoir la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon en général, qui vont être un peu comme les pays prépondérants qui drive ce marché-là. Donc, c'est des acteurs de cette zone-là qui vont très souvent interagir en cette période-là. Donc, on va revenir plus tard sur les horaires qui sont liés au marché asiatique, au marché de l'Europe et au marché de l'Amérique. Okay? Et le deuxième marché qu'on va bien entendu caractériser ici, c'est le marché européen, qu'on va très souvent appeler le marché de Londres. Tout simplement parce que le maximum de volume est identifié au niveau de Londres. Déjà, la bourse de Paris a été déportée à Londres. Donc, du coup, quand on dit Londres, c'est Londres et Paris. Et du coup, on intègre Francfort parce que ce sont en fait disons, les deux ou trois principaux marchés qui interviennent sur cette zone-là, okay, sur la zone Europe. Et maintenant, au niveau de l'Amérique, on aura en fait ce qu'on appelle le marché américain qui est constitué très souvent du marché des États-Unis et du marché du Canada. Bon, très souvent on intègre aussi le marché du Mexique et potentiellement du Brésil. Donc, voilà un peu les trois grands marchés qu'on va pouvoir identifier de manière à l'échelle mondiale, d'accord? Donc, lorsque je vais dire le marché asiatique, vous saurez très rapidement de quoi il s'agit. Il s'agira de la période où les acteurs qui interviennent sur le marché se retrouvent en grande partie dans cette zone-là. Quand je veux dire marché européen ou alors marché de Londres, ça voudrait tout simplement dire que les acteurs qui interviennent sont en grande majorité dans cette zone. OK? Et enfin, et ainsi de suite pour le marché américain. Bien, donc du coup, ce marché-là est en fait représenté par un volume de transactions qui est évalué à plus de 5 000 milliards de dollars, ce qui représente en fait 2 fois le PIB nominal de toute l'Afrique en 2020. Ça, c'est énorme. C'est hyper énorme. Désolé, il y a ma cafetière qui signale. Donc, on va continuer. Ce marché, en fait, a été démocratisé déjà il y a 30 ans. Donc, du coup, depuis ton salon, avec un laptop et une connexion Internet, tu peux désormais, bien entendu, te connecter sur les marchés financiers et trader naturellement ou alors passer des ordres d'achat ou de vente des produits financiers. Donc ça, c'est un très gros avantage, c'est une très grosse opportunité dans la mesure où si tu maîtrises bien les stratégies, tu peux en fait en faire un tout nouveau métier. C'est-à-dire tu peux avoir des grosses opportunités qui seront enfin, qui seront comme un métier supplémentaire que tu pourras exercer à côté de ce que tu fais déjà. Ou alors peut-être ton métier principal, qui sait. Donc voilà pourquoi il est intéressant de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Il ne faut plus que ce soit mystifié, il faudrait plus que ce soit quelque chose qui... quelque chose à quoi on accorde en fait une sorte de mythe, disons ça comme ça, ok?
Donc, voilà un peu de manière globale les caractéristiques qui sont liées à ce marché. Mais je n'ai pas tout cité, il faut le dire. Mais voilà quand même des éléments qui sont assez intéressants. Donc, il faut remarquer que le volume de transactions qui existe sur le marché de Forex est assez gigantesque. Donc, ce qui fait qu'il y a assez de liquidité sur ce marché afin que X ou Y, en tant que particulier, bien entendu, s'il maîtrise des stratégies, peut désormais capitaliser ou alors prendre avantage de ces stratégies-là sur les marchés et générer des profits. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre qui sont les acteurs de ce marché-là. Et pour commencer, on va citer les quatre principaux acteurs, à savoir les particuliers. Quand je dis particulier, ça veut dire monsieur, madame, tout le monde. Ça veut dire moi, toi, ton voisin ou n'importe qui. OK? Ensuite, on a les entreprises qui sont naturellement des, des entités maintenant. Ici, à ce niveau, on parle d'entité morale, c'est-à-dire n'importe quelle entreprise qui peut également intervenir sur les marchés financiers. Ensuite, on peut maintenant cataloguer les banques commerciales. Alors, on va séparer un peu les banques commerciales des entreprises ordinaires parce que les banques commerciales ici vont jouer quand même un rôle particulier qui aura tendance à interconnecter les particuliers et les entreprises, ou alors les particuliers entre elles, ou alors les entreprises entre elles. D'accord? Et ensuite, on va citer ici la banque centrale, ou alors les banques centrales, qui sont un peu comme le chapeau de l'ensemble des banques commerciales, ou alors de toutes les institutions financières qui existent dans un territoire administratif bien défini. Okay? Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble en quoi est-ce que, ou alors comment est-ce que les particuliers participent au marché financier ou alors au marché de devises plus particulièrement. Et également, on va voir le cas aussi pour les entreprises standards. Bon, commençons donc par les particuliers. Alors, déjà, d'entrée de jeu, les particuliers, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, moi, toi, ou n'importe qui, ton voisin, interviennent sur les marchés financiers en effectuant tout simplement des transactions, des achats. OK? Imaginons un seul instant monsieur Kamdem qui vit en Afrique et qui est commerçant et voudrait acheter en réalité de la marchandise, que ce soit en Chine ou en Turquie par exemple. Alors là, du coup, que fait monsieur Kamdem? Lorsqu'il va devoir effectuer la transaction, lorsqu'il va devoir faire le virement à son fournisseur depuis la Chine ou la Turquie, il va le faire en francs CFA, mais en réalité, à un certain niveau de la chaîne, il y aura en fait un échange. Parce qu'en réalité, lorsqu'il fait un achat en Chine, il le fait en la monnaie de la Chine ou alors en la monnaie du pays où il voudrait acheter la marchandise. D'accord? Et là, dans ce cas, il y a eu échange. Et donc, on va le compter comme une transaction. D'accord? Donc, voilà une des possibilités ou alors une des façons de participer au marché du Forex. Ou alors, supposons un seul instant que M. Kamdem voulait voyager plutôt pour aller en France. Et là, du coup, pour aller en France, il va devoir échanger des francs CFA en euros. D'accord? Et là, du coup, lorsqu'il effectue l'échange, il a participé au marché financier. Et là, il a acheté un service. Le service, c'était tout simplement l'échange. Il y a pas mal d'activités comme ça. Donc, quel que soit l'achat que vous faites déjà en étranger, vous êtes en train de participer au marché du Forex ou alors au marché des devises. D'accord? Une autre façon serait potentiellement lorsque Monsieur Kamdem, supposons, réside au Canada, voudrait acheter des titres d'une entreprise qui est localisée aux États-Unis. OK? Et là, du coup, Monsieur Kamdem, étant au Canada, utilise couramment des dollars canadiens. Mais pour pouvoir acheter l'entreprise qui se retrouve en fait au niveau des États-Unis, ou alors un titre, ou alors une action de cette entreprise, c'est-à-dire
quand je dis un titre ou alors une action, c'est juste un papier qui certifie que tu détiens une part de l'entreprise. D'accord? C'est tout simplement résumé ainsi. OK? Et là, du coup, en réalité, lorsqu'il effectue l'achat, il ne l'effectue pas en fait en dollars canadiens. En fait, au moment de l'échange, au moment de la transaction, sa monnaie, le dollar canadien, va être échangé, va être libellé en dollars américains, même s'il ne le voit pas instantanément. D'accord? C'est libellé en dollars américains. Et là, du coup, il y a échange. OK? Donc, voilà une façon aussi de participer au marché de devises. Et une autre façon serait potentiellement de spéculer ou alors de faire de la spéculation. Lorsqu'on parle de spéculation, il s'agit ici tout simplement de saisir les opportunités en anticipant sur les potentiels changements de valeur du prix du taux de change. D'accord? Donc, je suppose par exemple que le taux de change dollar américain, dollar canadien va augmenter. Donc, supposons que un dollar américain valait 1 dollar, 1,5 dollar canadien et que lorsque j'analyse, je dis, OK, d'après mes analyses, cette valeur-là va monter à 1,7. Ça voudrait dire que 1 dollar américain va bientôt, peut-être dans les 2 heures qui suivent, va valoir 1,7 dollars canadiens. Ça, c'est juste un exemple assez banal. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, il me faut détenir plutôt des dollars américains parce que ça va valoir plus. Et au moment où ça atteint le 1,7, je vais le revendre afin de pouvoir gagner une plus-value. Okay? Et là, ça, on appelle ça de la spéculation. Et c'est ce qu'on va véritablement effectuer pour le compte de cette chaîne YouTube. Donc, voilà voilà mon domaine de spécialisation, la spéculation. Et donc, du coup, sur cette chaîne-ci, on ne va pas faire de l'investissement de très très long terme. On va s'intéresser sur le court et moyen terme. On va définir plus tard ce que c'est que court et moyen terme. D'accord? Alors, ceci étant dit, je viens de définir en fait quelques exemples pour vous donner véritablement un ordre d'idée de comment est-ce que l'on participe sur le marché du Forex. OK? De la même façon, les entreprises standards vont effectuer des transactions, alors vont participer au marché financier en effectuant des achats, supposons qu'elles achètent des marchandises à l'étranger qui sont en fait leurs biens de consommation intermédiaires qui vont potentiellement intervenir dans leur processus de production. OK? Là, du coup, lorsqu'elles achètent à l'étranger, comme je l'ai dit tout à l'heure, la monnaie sera libellée à la monnaie du pays du vendeur. D'accord? Et du coup, à un certain niveau de la chaîne, il y a transaction. Il y a, pardon, échange de devises. Parce que tout est acheté en la monnaie du pays hôte. Et de la même façon, il y a des entreprises qui spéculent aussi sur les marchés financiers. Donc, du coup, vous voyez que de manière résumée, les entreprises standards, entre crochets bien entendu, et les particuliers ont tendance à effectuer quasiment les opérations plus ou moins similaires s'il s'agirait potentiellement de définir ces opérations-là comme des opérations d'échange sur le marché de devises. OK? Très bien. Donc, on va passer maintenant aux banques commerciales. On va essayer de voir comment est-ce que les banques commerciales interviennent sur les marchés financiers. D'accord? Alors, les banques commerciales, elles ont un rôle particulier sur les marchés financiers. Et quand je parle de banque commerciale ici, il s'agit tout simplement de la banque du coin qui te permet d'ouvrir un compte, ok? Qui te permet d'ouvrir un compte bancaire, ça peut être un compte courant ou un compte d'épargne, et qui te permet en réalité d'effectuer des transactions, que ce soit en ligne ou alors en physique, n'est-ce pas? Et
Le rôle principal de la banque à ce niveau est de jouer en fait un rôle d'intermédiaire entre les particuliers ou alors entre les entreprises ou alors entre particuliers et entreprises de manière résumée. Mais s'il faut globaliser cela, on va dire que les banques commerciales jouent le rôle d'intermédiaire entre les personnes en capacité de financement et les personnes en besoin de financement. Donc, je vais prendre un exemple juste pour caricaturer ce que je viens de dire. Imaginons un seul instant que vous avez une entreprise X que vous voulez potentiellement ouvrir de nouvelles filiales dans d'autres zones de votre pays. OK? Alors, dans ce sens-là, imaginons que vous n'avez pas assez d'épargne, n'est-ce pas? Et que vous n'avez pas assez de capacité de financer tout ce projet-là. Mais vous voulez avoir du crédit auprès de la banque afin de pouvoir exécuter le projet. Alors, lorsque vous rendez auprès de la banque commerciale, vous êtes en besoin de financement. Vous êtes un agent en besoin de financement. Et du coup, la banque, en te donnant de l'argent, elle puise dans le compte des personnes qui sont en capacité de financement. Et les personnes en capacité de financement, ça peut être les ménages, ça peut être des entreprises, n'importe qui a épargné à la banque concernée. D'accord? Donc, voilà un peu un exemple pour te donner. Donc, la banque commerciale joue ce rôle d'intermédiaire entre ces personnes qui ont besoin de financement et les personnes qui ont du cash et qui les épargnent à la banque. OK? Ça, c'est en fait le mécanisme basique, mais on va pas aller beaucoup plus loin sur le rôle que joue la banque à ce niveau. Donc, il faut déjà comprendre en fait ce terme basique afin de pouvoir comprendre comment les choses vont se passer plus tard. OK? On va pousser davantage sur ce sujet un peu plus tard. D'accord? Ensuite, on va aussi avoir cette possibilité-là d'acheter à l'international grâce à la banque commerciale. La banque commerciale nous permet d'effectuer des virements à l'international, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une possibilité que nous offre la banque. Donc, à partir de là, on est aussi en train d'effectuer, en fait, elle est en train de participer également à l'effet, au marché des devises, dans la mesure où elle vous permet de le faire. Elle vous permet d'effectuer cet échange-là. Mais il faut aussi noter ici que les banques commerciales participent également au marché financier. Elles investissent aussi de l'argent sur les marchés financiers. OK? Elles font aussi de la spéculation, elles font aussi de l'investissement sur le long terme. OK? Afin de générer davantage de profits. OK? La banque ne fait pas seulement des profits à partir des crédits. OK? Il faut noter ça aussi. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on va passer maintenant aux banques centrales, à la banque centrale ou alors aux banques centrales. Très bien. Les banques centrales ici sont en fait sont caractérisées comme des grands boss qui chapeautent en fait les banques commerciales. Donc, elles permettent d'interconnecter ou alors de mettre en contact les banques commerciales. C'est-à-dire, des banques commerciales peuvent être aussi en besoin de financement et du coup, elles se rabattent au niveau de la banque centrale afin de pouvoir l'avoir. Ou alors, elles peuvent vouloir déposer aussi des titres ou alors faire des dépôts au niveau de la banque. C'est au niveau de la banque centrale qu'elles font également des dépôts. Et elles ont souvent un montant minimum qu'elles doivent en général déposer pour garantir en fait leurs réserves afin de faciliter les transactions entre eux, afin de faciliter non seulement les transactions au niveau des transactions monétaires bien entendu au niveau entre les banques et donc faciliter l'accès à la liquidité aussi. Donc on va comprendre ici que les banques centrales, elles vont en fait être un peu comme la banque des banques. OK? Ça, c'est entre crochets. OK? Elles leur permettent d'avoir des emprunts, elles leur permettent également d'avoir des prêts.
Donc, voilà un peu la caricature qu'on peut donner aux banques centrales. Et ici, chacun, en fonction du territoire administratif où il se trouve, peut donc identifier quelle est la banque centrale qui se retrouve dans le territoire où il se trouve. OK? Par exemple, la BEAC, ça c'est à la banque, à l'Afrique centrale, la BCAO, ça c'est en Afrique de l'Ouest, la Banque de France, ça c'est en France, Banque du Canada au Canada, ou alors la Fed, ça c'est aux États-Unis. OK? Donc, il serait bien entendu intéressant de comprendre maintenant comment est-ce que ces acteurs-là sont interconnectés de manière plus ou moins résumée. Okay? Donc, voilà un petit schéma que j'ai réalisé rapidement afin de permettre de comprendre en fait comment est-ce que les choses sont structurées au niveau des marchés. Donc ici, j'ai construit une sorte de pyramide, disons ça comme ça. Okay? Et à la pyramide, on a sur la pyramide, on a une base. La base est constituée en fait on va les appeler des particuliers ou alors des traders particuliers, mais ce n'est pas seulement des traders particuliers. Donc, on va dire particuliers, tout simplement. Et on va ajouter aux particuliers des entreprises standards telles qu'on les a vues dans les slides précédents. OK? Donc, on a des particuliers et d'une part et d'une autre part, ces particuliers-là, en réalité, supposons, dans ce contexte-ci, je suppose que les particuliers voudraient en fait trader sur les marchés financiers. OK? Donc, pour pouvoir trader sur les marchés financiers, elles auront besoin d'avoir accès à un courtier, n'est-ce pas? Qu'on va également appeler broker. Et ces courtiers-là sont aussi appelés très souvent des market makers. Donc, ce sont des fournisseurs de liquidités ou en anglais, ils sont appelés liquidity provider. Donc, du coup, voilà un peu l'idée. Donc, pour pouvoir accéder au marché, les particuliers ou alors les entreprises standards qui traitent sur les marchés vont donc se connecter à un broker ou un courtier. Il y en a des tonnes. Donc, je vais vous proposer celles que j'utilise couramment, n'est-ce pas? Et une fois qu'elles sont connectées, ces brokers-là également retrouvent aussi de la liquidité au niveau des banques majeures. Quand je parle des banques majeures, ici, il s'agit de Goldman Sachs, il s'agit de Société Générale, il s'agit de BNP Paribas, ou alors il y a pas mal de banques dans ce sens-là, ou HSBC ou TD America. OK? On va avoir ces banques-là qui sont appelées banques majeures, qui sont assez colosses, assez grandes, qui se retrouvent à l'échelle multinationale, à l'échelle internationale, bien entendu, et qui vont fournir en fait des liquidités aussi au niveau de ces brokers ou des market makers ou courtiers. D'accord? Et ces banques majeures sont également interconnectées entre elles parce qu'elles ont souvent des deals qu'elles passent entre elles ou elles peuvent passer par l'intermédiaire d'une banque commerciale si jamais elles ont décidé également de faire des partenariats avec certaines banques commerciales telles qu'on a vu dans les slides précédents. Ou alors, elles peuvent décider de faire partenariat avec des hedge funds aussi parce que ces banques s'y sont très impliquées dans, dans la production de la liquidité, disons ça comme ça, à l'échelle globale. D'accord? Et du coup, ces banques-là, ces grandes banques majeures sont donc interconnectées par des banques centrales. OK? Donc, elles sont en étroite relation avec les banques centrales et bien entendu, les banques centrales aussi sont en étroite relation avec, bien entendu, les banques commerciales parce que ces banques commerciales, comme on l'a vu tout à l'heure, elles interviennent aussi en cherchant des prêts, enfin en prêtant de l'argent ou alors en empruntant, mais ça se passe au niveau de la banque centrale à ce niveau-là. Okay? Donc voilà un petit schéma qui vous permet d'avoir un ordre d'idée simple, assez simplifié. Donc, je n'ai pas voulu faire intervenir beaucoup de choses ici à ce niveau.
Donc, on a tout simplement les particuliers pour avoir de la liquidité, pour pouvoir passer des ordres sur les marchés financiers. Elles passent par des plateformes qui sont offertes par des brokers ou des courtiers ou des market makers. Et ensuite, elles sont capables maintenant, enfin, les market makers ou brokers sont connectés aux banques majeures qui leur fournissent également de la liquidité. Donc, c'est un peu comme si elles sous-traitaient quelque chose comme ça. Donc, les banques majeures sont sur le marché principal en général, sur le véritable marché. Et les courtiers sont un peu comme des intermédiaires qui nous donnent cette facilité-là d'avoir accès au marché principal. OK? Et voilà, voilà un peu résumé le schéma qui montre un peu l'interrelation qu'on peut avoir entre ces acteurs-là. Et du coup, la banque centrale chapeaute. OK? Très bien. Donc maintenant, à côté du marché des devises, bien entendu, comme je disais tantôt, il en existe d'autres marchés. OK? On va avoir ici le marché des actions où on peut acheter des titres de reconnaissance que l'on détient une part d'une entreprise. N'est-ce pas? Supposons un seul instant, je voudrais acheter les actions de Tesla ou les actions de Apple. Ceci me permet d'avoir un droit de vote en fonction du nombre d'actions que j'ai achetées au niveau du conseil d'administration de Apple ou de Tesla. OK? Mais si c'est minime, bon, forcément, tu n'auras pas une grande voix. Si c'est costaud, forcément, tu pourras déjà avoir potentiellement une voix assez pertinente dans les droits de vote au niveau des décisions importantes de l'entreprise. OK. Ensuite, on a le marché des obligations. Okay? Le marché des obligations d'État, c'est tout simplement les marchés où les États offrent également des titres de reconnaissance qu'ils te doivent. Donc, imaginons que un pays voudrait mener un investissement de grande envergure sur une partie de son territoire et le pays en question n'a pas assez d'argent. Ce pays peut donc se déporter au niveau des marchés financiers, offrir des titres qui disent que, OK, emprunte-moi de l'argent et je vais donc te donner ce papier-ci qui reconnaît que je te dois tel montant et je pourrais donc déjà te rembourser des taux d'intérêt assez fixes et assez sûrs à partir de la date X, voilà, de la date T, n'est-ce pas? Donc la différence qu'on pourra avoir en général entre les actions et les obligations, c'est que si les valeurs d'actions, si les valeurs de l'entreprise varient, forcément, ton rendement varie aussi. Contrairement à ça, les obligations vont t'assurer une rentabilité plus ou moins fixe. Je ne vais pas dire que c'est totalement fixe, mais c'est plus ou moins fixe. OK? Et aussi, on a le marché des indices. Les indices ici sont en fait des paniers d'actions. Donc, on va avoir par exemple le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. On va avoir le CAC 40 qui représente les 40 plus grandes entreprises en France. Le DAX 30 qui représente les 30 plus grandes entreprises en Allemagne. Ou alors le US 30 qui représente en fait les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ou encore le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises de technologie qui se retrouvent aux États-Unis, n'est-ce pas? Aussi, on va avoir les marchés de CFD. CFD, ça voudrait tout simplement dire Contract for Difference. D'accord? C'est tout simplement un contrat que tu définis avec le broker ou alors ton courtier ou celui qui te fournit directement de la liquidité, disant que, bon, OK, voici par exemple l'indice DAX 30, par exemple. Bon, j'ai l'habitude de trader le DAX 30. Imaginons à l'instant que je fais des anticipations, je fais des analyses, je fais des anticipations que, OK, le prix du DAX va augmenter. OK? Donc, la valeur du DAX va augmenter et je voudrais donc prendre avantage de cette augmentation en termes de valeur du DAX 30. Alors là, du coup, je définis donc un contrat avec le broker ou alors mon courtier en lui disant, OK, si jamais la valeur du DAX 30 augmente, alors
je suis prêt à parier tel montant. Si jamais ça augmente, tu me payes le différentiel, enfin, tu me payes le profit qui va être réalisé. Donc, c'est un peu comme un pari que j'effectue avec mon broker en question. Et lorsque on définit les contrats, on dit si jamais le prix de la valeur du DAX, je prends pour exemple ici le DAX, si ça augmente, alors il me paye la plus-value qui va se réaliser jusqu'au niveau où je vais sortir du marché. Si jamais ça va plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire si mon hypothèse est invalidée, alors du coup, il va prendre le différentiel en termes de pertes que j'aurai réalisé au moment où je vais sortir de l'achat ou de la vente. D'accord? Ça, c'est pour résumer, mais on va voir cela de manière plus détaillée dans un autre chapitre. D'accord? Et en fait, et ensuite, on peut avoir les ETF. Les ETF, c'est tout simplement, c'est défini Exchange Trade Fund. OK? Les exchange, c'est en fait des valeurs, enfin, je vais appeler ça comment? Des titres de valeur mobilière. Donc, c'est un peu comme on a des titres de valeur immobilière, tels que les valeurs, enfin, les papiers sur une maison, c'est en fait des valeurs immobilières. Mais à côté de cela, on peut avoir ce qu'on appelle des titres de valeur mobilière qui caractérisent en fait ce qu'on va appeler des trackers qui suivent presque la même dynamique qu'un marché principal auquel on ne peut pas avoir accès en principe pour faute de budget, n'est-ce pas? En réalité, en général, que ce soit les ETF ou les CFD, c'est un peu la même chose. C'est parce qu'en réalité, il y a une très grande majorité de personnes sur les marchés financiers qui n'ont pas assez de budget pour pouvoir acheter ce type de produits. Et donc, du coup, ces produits-là sont créés ou alors sont développés par des brokers ou alors des financiers afin de faciliter l'achat de tels produits-là ou alors afin d'apporter aussi un peu plus de diversité de produits disponibles sur les marchés. Et là, du coup, les acteurs peuvent s'intervenir sur ce type de produit-là en fonction de leur budget. N'est-ce pas? On a également le marché des options qui sont en fait tout simplement des assurances sur l'achat d'une action sur le marché ou alors d'un indice sur le marché. OK? Et on a aussi ce qu'on va appeler les penny stocks qui en fait sont similaires au marché des actions. Mais là, ici, on va parler de très petites entreprises, c'est-à-dire la très petite entreprise, la petite start-up qui vient de démarrer peu et pour qui les activités fonctionnent déjà plus ou moins aisément, peut déjà s'enregistrer également au niveau des penny stocks afin de pouvoir éventuellement capitaliser en termes de valeur boursière sur le marché financier aussi. Donc voilà un peu les autres marchés comme vous pouvez voir. Et ensuite, je voudrais tout simplement parler de, des raisons pour lesquelles l'Afrique ou alors la communauté noire doit s'intéresser à cette opportunité-là. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais tout simplement dire que l'accès est facile. OK? Figurez-vous un seul instant que il y a aujourd'hui des courtiers qui vous donnent la possibilité de pouvoir démarrer sur les marchés financiers avec un montant de 500 dollars, un montant de 1000 dollars, un montant de 300 dollars. Bon, en général, moi, je recommande de commencer avec au minimum, c'est 500 à 1000 dollars. Le plus recommandé que je donne, c'est 1000 dollars. OK? Bon, si quelqu'un veut commencer avec 500 pour tester l'eau, ouais, peut le faire, mais il est recommandé de commencer avec 1000 dollars. Ça te permet d'avoir des marges de manœuvre assez aisées. Donc, il y a une facilité d'entrée à la barrière ici. Donc, il n'y a pas d'entrée à la barrière. Donc, n'importe qui avec un petit budget peut déjà commencer et comprendre. Ça lui permettra de comprendre en fait euh, le contexte de ce marché-là. OK? Ensuite, on va bien entendu avoir le fait que le marché est ouvert 24 heures sur 24. Donc, du coup, ça permet à un grand nombre de personnes
en fonction de ses activités, de participer en fait sur le marché. En réalité, supposons un seul instant que tu as ton job que tu dois faire de soir et en journée tu es à la maison. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux en journée avoir des horaires que tu as définis pour pouvoir passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Et le soir, tu portes tes bagages, tu vas au boulot et tu rentres le soir. That's it, that's it, that's all. OK? Donc, ceci m'a permis en fait de pouvoir, pour la petite histoire, de pouvoir vraiment prendre avantage de cette opportunité-là. En réalité, quand j'étais étudiant, j'avais, je- quand j'étais étudiant ici à Montréal, bien entendu, j'avais la possibilité de... J'étais en rédaction de ma thèse de doctorat, donc du coup, j'avais cette possibilité d'avoir un peu de temps, de gérer mon temps par moi-même. Ok? Ça m'a donc permis de définir des créneaux horaires comme ça qui me permettaient de pouvoir trader sur les marchés, de pouvoir comprendre les marchés financiers, de pouvoir maîtriser ces marchés-là. Et donc, du coup, si tu es étudiant, tu peux le faire. Si tu es travailleur, tu peux le faire parce que tu sois étudiant ou travailleur, tu as forcément un créneau horaire que tu consacres au travail ou alors aux études. Et du coup, le temps restant, tu peux en fait le consacrer au trading. D'accord? Et un autre avantage, c'est que le marché est assez liquide. Donc, comme je disais tantôt, on a plus de 5 000 milliards de dollars échangés en une journée. Chaque jour, imaginez un seul instant la quantité d'argent qui passe entre les mains. Ça, c'est énorme. Et les coûts de transaction, quand je dis coûts de transaction ici, c'est que lorsque vous allez passer un ordre d'achat ou de vente sur les marchés financiers, vous aurez à payer des frais. Les frais sont souvent très, 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 très minimes comparé au marché des actions, par exemple. N'est-ce pas? Donc, vous aurez l'occasion d'avoir vraiment des frais assez minimes à payer, des petits agios à payer à chaque transaction que vous aurez à payer. Bon, chaque broker a souvent une façon différente de définir euh, les frais que tu dois payer à l'effet de pouvoir passer un achat ou une vente. D'accord? Donc, si j'ai déjà en général, les frais dépassent les 10 dollars, c'est-à-dire en fonction de, supposons un seul instant que ton capital de départ c'est 5 000 dollars et que tu passes un ordre et on te coupe 10 dollars. Là, c'est un peu trop, il faut te poser des questions. Pourquoi est-ce que ce broker te coupe assez d'argent autant? Ok? Il faut commencer déjà à te poser des questions ou alors à poser autour de la communauté pour comprendre un peu le mécanisme. D'accord? Bien. Aussi, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Pour donner un ordre d'idée ici, quand je dis effet de levier, c'est tout simplement similaire à ce que on a accès lorsqu'on veut avoir un crédit, par exemple immobilier à la banque. Quand vous voulez par exemple acheter un bien immobilier, vous faites ce qu'on appelle un apport financier auprès de la banque. Et la banque va te dire, OK, pour une maison qui coûte une certaine valeur, vous devez apporter au moins 10%. Et donc, du coup, il vous donne un levier de 1 pour 10. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle effet de levier. Donc, c'est la même chose avec le marché de devises. Donc, vous voulez acheter une devise, vous allez devoir prévoir que, en général, vous allez, en fait, de manière virtuelle, prendre un crédit. Ça se fait vraiment de manière instantanée. Je vais vous montrer comment ça se fait dans les calculs pour les prochaines slides. C'est-à-dire, vous avez en fait la possibilité de faire la demande de crédit de manière instantanée afin de pouvoir passer un ordre d'achat pour une certaine quantité que vous voulez acheter. OK? Et là, du coup, le broker ou alors le courtier va vous demander en fait un minimum en termes de montant d'argent disponible afin que vous puissiez effectuer votre transaction dans la mesure où vous voulez acheter une quantité prédéfinie. D'accord? On va voir ça en détail plus tard. Donc, c'était juste pour annoncer ce fait-là. Et ceci est super intéressant dans la mesure où, avec un petit capital, tu peux
transiger sur des grosses quantités. OK? Sur des grosses quantités de devises. Ça, c'est très important. Alors, pour continuer, donc, en fait, le marché des devises, tout comme le marché des autres marchés, le marché des devises a cette particularité-là que on peut générer également de manière plus ou moins rapide des revenus et ces revenus-là, on peut les driver en fait, que ce soit en Afrique, que ce soit dans notre communauté, afin de réaliser des projets intéressants qui vont impacter les populations qui y vivent. Ou alors, même dans la diaspora, il ne faut pas oublier cela. Tout le monde ne va pas nécessairement se retrouver en Afrique en un seul instant, n'est-ce pas? Il y aura toujours une partie qui va se retrouver en Afrique, il y aura une autre partie qui va se retrouver dans la diaspora. Donc, avec cet argent qu'on génère, on peut donc se fédérer et donc s'organiser en communauté, réaliser des projets qui nous facilitent la vie énormément, que ce soit dans la diaspora ou alors en Afrique. Ok? Ça, c'est hyper important. Il faut prendre avantage de ce levier-là. Il faut véritablement prendre avantage. J'aime pas très souvent prendre exemple aux grands financiers, mais en réalité, c'est un fait qu'on peut peut-être copier, disons ça comme ça, mais de la bonne façon. Ce que je voudrais dire ici, c'est que on peut en réalité comprendre les mécanismes qu'utilisent en fait ces personnes qui ont capitalisé assez d'argent et pouvoir donc exercer à notre façon et affecte en fonction de nos valeurs, bien entendu, quelque chose de plus ou moins proche, disons ça comme ça. Ok? On peut réaliser des opérations qui sont un peu plus proches, donc copier ce qui est bon dans ce qu'ils font et réaliser ça dans nos communautés pour que ça profite à tout le monde, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Et donc, du coup, c'est naturellement un point de départ, c'est-à-dire le fait que j'ouvre cette chaîne-ci, en réalité, c'est pour moi, en fait, un point de départ afin que le processus de vulgarisation ou alors le processus de démocratisation de cette opportunité, il faut que le max de personnes soient au courant de cette opportunité. Donc, pour moi, c'est une possibilité de vulgariser cette opportunité-là. Ceci va susciter en fait des esprits à créer des trucs. C'est-à-dire, le fait que j'ai fait cette présentation, ça va susciter des esprits à créer des plateformes, peut-être de trading, créer pas mal d'outils que l'on va non seulement peut-être utiliser dans la diaspora, mais directement aussi en Afrique. Ça, c'est hyper important. Ça va nous permettre de se rendre, disons, entre guillemets, indépendant, n'est-ce pas? De pouvoir graber en fait une partie au fur et à mesure cette indépendance financière de la communauté. D'accord? C'est comme ça qu'on commence, ok? Et voilà pourquoi je t'invite bien entendu à partager ceci avec tes proches parce que je sais qu'il y aura pas mal qui vont s'intéresser à ceci et je sais que toi-même tu es intéressé, donc partage ceci avec la communauté. Il y a des personnes qui sont hyper intéressées par cette opportunité, donc n'hésite même pas, tu seras totalement surpris par le fait que ton voisin ou alors la personne avec qui tu dors au quotidien soit hyper intéressé par cette opportunité. Donc, je t'invite à le faire du coup, ok? Et bien entendu, le trading apporte ce qu'on appelle la liberté géographique. Ça, c'est un truc qui m'a véritablement marqué dans la mesure où je peux rester dans mon salon, j'ai mon laptop, j'ai mon ordinateur, ma connexion Internet, je peux effectuer mes achats, mes ventes dans la mesure où je maîtrise déjà mes stratégies, je n'ai plus à me stresser. Bon, pour la petite histoire, moi, à mon niveau, je développe déjà des algorithmes de trading, n'est-ce pas? Donc, je n'ai plus à me cloîtrer devant les écrans afin de pouvoir regarder tout le temps les graphiques. J'ai déjà des mécanismes que j'ai beaucoup développés et donc, du coup, j'ai écrit des algorithmes qui me permettent de, d'effectuer toute l'opération sans que je n'ai même l'occasion de regarder le graphique. N'est-ce pas? Ça, c'est une libération infernale, une libération pas possible. Ça me permet de me concentrer sur
sur le côté créativité. Ça, c'est très important pour moi, la créativité. Donc, du coup, voilà cet avantage-là que je voudrais véritablement que la communauté saisisse. Donc, on va commencer tout doucement, on va comprendre les bases et on va véritablement euh, maîtriser au fur et à mesure comment déjà de manière manuelle ça se passe. On va maîtriser les mécanismes, comment maîtriser qu'une stratégie est bonne ou pas, comment tester une stratégie. On va en fait maîtriser la lecture d'un marché. Qui sont les acteurs qui sont derrière? Quelles sont les informations macroéconomiques qui interviennent au cours de la journée? Comment est-ce que ces informations macroéconomiques vont intervenir sur le marché? Et du coup, il faut être capable donc de réaliser toutes ces interactions-là afin de pouvoir définir tes anticipations. Ça, c'est hyper important. Et le côté gestion de risque ensuite. Ça, c'est aussi important. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, on va conclure tout simplement en disant que le marché des devises est un marché d'échange de monnaie. D'accord? Donc, on a un côté les personnes qui offrent une monnaie. On a de l'autre côté les personnes qui en demandent. Et donc, du coup, la transaction s'effectue à un prix qui va s'appeler taux de change. Ensuite, il faut savoir que c'est un marché où interviennent des banques centrales, banques commerciales, entreprises privées, toi, moi, sans même le savoir. OK? Et les avantages, je les ai cités tantôt, à savoir que c'est un marché assez liquide, donc on n'a pas à s'inquiéter que, ok, est-ce que lorsque je veux passer mon achat, il y aura quelqu'un qui va vendre? Il y aura toujours de la liquidité. C'est un peu comme si tu avais un marché, il y a toujours tu es vendeur et il y a toujours les clients. Imagine-toi un seul instant, tu es vendeur sur un marché et il y a en permanence les clients. Donc, tu n'as pas à te soucier que, oh, je vais chercher les clients, je vais targeter les gens sur Facebook, monter, descendre pour chercher les clients. Non. Tu as les clients en permanence, 24 heures sur 24. Donc, quand tu passes un ordre, automatiquement, les gens achètent. Boum. Donc, il faut garder ça en tête. Le marché est ouvert 24 heures sur 24. Pendant les jours ouvrables, bien entendu, les business days. Et du coup, les coûts de transaction sont assez faibles comparés au marché des actions, alors même des marchés des options. Et aussi, on a la possibilité d'utiliser des leviers. Okay? Et ça nous offre une certaine liberté géographique. Donc, je t'invite à partager cette vidéo, surtout à la liker et à la commenter. Surtout, dis-moi en commentaire ce qui t'a plu ou alors dis-moi ce que tu n'as pas compris en commentaire. Ceci me fera le plaisir de pouvoir te répondre, de pouvoir apporter plus de détails sur le sujet, peut-être en vidéo et peut-être directement en commentaire. Donc, n'hésite pas à partager ceci avec la communauté. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien entendu à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification car c'est ainsi que tu vas recevoir régulièrement les vidéos qui vont en suivre et qui vont te permettre de maîtriser, d'asseoir les bases et de pouvoir donc maîtriser de quoi il s'agit, des fondements, la fondation, n'est-ce pas? Et on pourra aller plus loin dans les vidéos à venir. Donc, reste scotché et surtout, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, très bien. Nous arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu as aimé la vidéo, bien entendu, je t'invite à la liker et surtout à la partager avec la communauté parce que tu n'imagines même pas qui est tout près de toi et qui aimerait bien entendu maîtriser tous les concepts qui sont liés à ce marché-là, au marché financier et peut-être beaucoup plus précisément au marché des devises. Donc, je t'invite à partager avec la communauté et j'insiste là-dessus. Et aussi, je t'invite à rester scotché pour les prochaines vidéos et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!